L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roches et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas.
SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile.
Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion. La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillation thermonucléaire,
qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques, pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons.
Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits.
Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile hôte. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de 2 étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé.
et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau.
Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace, à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova.
Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernovas, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial.
La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible ? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles.
les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquaient à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causés par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes,
mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le Soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil
que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple,
Le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée.
Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la Petite Ourse. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Betelgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mous Cephei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin.
Devant nous, nous voyons Stephenson de 18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable.